Bon, après un bel été pour les bourses mondiales, notamment américaines, la rentrée a de quoi non pas inquiéter, mais en tout cas préoccuper les investisseurs. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, président de L Finance. C'est vrai qu'entre la Fed qui se fait de plus en plus taper dessus, avec ses questions sur dans quelle mesure l'indépendance de la Banque centrale américaine, qui est la plus puissante du monde, est remise en cause, il y a évidemment le retour de cette possible crise politique en France. Je mets à la place des opérateurs de marché, des investisseurs au sens large. Ils ont des raisons d'être, on va dire, vigilants en cette rentrée. Oui, ils sont vigilants et ça se voit déjà. Regardez sur les taux longs. Regardez le 10 ans français. Là, je regardais avant de rentrer en plateau. Le 10 ans français est à 3,59 actuellement. Le plus haut sur un an. C'est le 30 ans. C'est le 30 ans. Il est à 3,59 et le plus haut sur un an est à 3,61%. Alors, il n'y a pas encore péril en la demeure. Il ne faut pas dire qu'il y a de fortes tensions sur les taux, mais l'écart de spread entre l'Allemagne et la France, qui était à 75 points de base, est monté à 80. À l'époque de la dissolution, on était à 88 points de base. Donc, on sent très bien qu'à tout moment, il peut se passer des choses sur le marché. Moi, je vais vous dire, le seul juge de paix en ce moment, David, c'est de regarder les marchés obligataires. Même chose sur le 10 ans américain. On sent très bien qu'il y a une petite tension. Alors, c'est imperceptible, mais ça vaut 4,29 le 10 ans américain, alors que ça valait 4,20. Ça va pour l'instant, mais il faut voir comment sera la vitesse de réaction. Je vous rappelle quand même que sur les États-Unis, ce qui a fait plier Trump sur la problématique des droits de douane en avril dernier, les taux, et notamment Jamie Dimon, le patron d'une puissante banque américaine, qui avait dit à Trump, écoute, il faut peut-être arrêter parce que sinon, je ne garantis pas que le marché obligataire ne soit pas déstabilisé. Et c'est pour ça que Trump avait fait machine arrière. Et dans l'histoire de la Fed, avec cette fameuse Liz Cook qu'il veut absolument virer, et parce qu'il a envie de s'immiscer dans les affaires de la Fed, puisque pour Trump, lui, il dit, il ne faut pas baisser de 25 points de base. Mais 700 points de base, il a dit, c'est ça, non ? 300 points de base. Il faut des taux à... Non mais, il faut des taux à 1,5. D'un coup. 1,5. Le mec dit il faut des taux à 1,5. Donc en fait, comme il a envie... Est-ce que dans le fond, ça se fait pas d'un claquement de doigts, mais est-ce que dans le fond, il a raison ? Est-ce que l'économie américaine a besoin d'une baisse de 300 points de base ? Mais c'est n'importe quoi. Enfin, il faut poser la question. Non, mais on est dans une croissance entre 2 et 3% aux États-Unis. C'est pas génial. Ça freine. Non, mais ça freine parce que les récentes créations d'emplois n'ont pas été très, très, très bonnes. C'est sur un chiffre. Il y a un gros chiffre américain vendredi. On attend 75 000 créations d'emplois. Il est évident que si le chiffre est mauvais, on va dire que l'économie américaine ralentit. On n'est quand même pas du tout en stagflation. Les chiffres de l'été n'ont pas été bons. Ils ont été révisés à hauteur à hauteur de 200 000 Ils n'ont pas été bons. Et puis, vous avez la problématique aux États-Unis, c'est que l'inflation ne baisse toujours pas. L'indice PCE, on est légèrement en dessous de 3%. Donc, comment on peut imaginer des taux courts à 1,5% avec une inflation qui est à 3%? En fait, ça n'a pas de sens. Mais vous savez, Trump en économie, alors moi, je vais me faire taper dessus sur les réseaux sociaux, mais je ne crois pas que ça soit quand même un génie de l'économie, ce garçon. Donc, il a envie que les taux baissent de 300 points de base. Non, la grande problématique derrière tout ça, c'est que s'il veut prendre le contrôle de la Fed, ça peut être très problématique. Et à un moment ou à un autre, le juge de paix, ça va être les marchés internationaux de taux et les investisseurs qui vont dire à Trump, il faut arrêter toutes ces folies autour de la Fed, essayer de contrôler la Fed, et il peut y avoir un accident sur la dette américaine. La dette américaine, c'est 10 fois la dette de la France. C'est un problème que la Fed perde un peu en indépendance, qu'elle soit plus à l'écoute de ce que veut le président. En quoi c'est problématique ? Ça ne serait pas problématique si la politique économique de Trump allait dans le bon sens, c'est-à-dire que si c'était un peu mesuré. Le problème, c'est que Trump n'est pas un garçon mesuré et qu'on se rend bien compte que s'il y a une baisse des taux de 300 points de base, il y aura de l'inflation immédiatement extrêmement importante qui est là. Il y aura un tel décalage que les investisseurs institutionnels vont se dire cette politique n'est pas crédible, ils vont vendre la dette américaine, ils vont vendre le dollar et ils vont vendre les actions américaines. Donc c'est pour ça qu'une banque centrale a toujours besoin d'indépendance et que rarement dans l'histoire... Les actions américaines, pardon, je vous coupe, sont au plus haut, preuve que les investisseurs ne jugent pas la politique économique de Trump comme étant débile. Sur les actions pour l'instant. Non, mais moi, je ne dis pas qu'elle est débile. Je dis que le fait... sur les droits de douane, si vous voulez, il avait été tellement loin qu'il y avait une réaction désastreuse. Rappelez-vous, en avril... Il allait loin en sachant qu'il finirait à niveau... Oui, mais c'est justement à cause des tensions sur les taux longs américains que Trump a changé son fusil d'épaule. Là, on peut avoir la même chose. Je ne dis pas que c'est débile. Je dis que parfois, il va extrêmement loin et qu'il revient en arrière. Et que justement, le fait de le faire revenir en arrière, c'est les investisseurs institutionnels. Parce qu'on peut parler aussi de la France, mais ce qui fait la pluie et le beau temps, les gens ne comprennent pas, se disent non mais c'est complètement dingue. Comment ça se fait qu'on a un déficit public qui est au-dessus des 5% du PIB, une dette publique qui est à 110% du PIB, mais comment ça se fait que finalement sur les taux longs, il ne se passe pas grand-chose, on a un taux à 3,60. C'est parce que les investisseurs institutionnels considèrent que la dette française est toujours une dette sécure. Il va y avoir une adjudication de bons du Trésor jeudi prochain. Je peux vous assurer qu'elle sera nettement demandée, tout simplement parce que... alors, si la France se finance bien, pourquoi est-ce qu'on parle de catastrophisme, de chaos
chaos si on n'a plus de gouvernement. Mais moi, je ne sais pas qui parle de catastrophisme. Moi, tous les gens que je vois complotistes en disant à partir du 15 septembre, il va y avoir une crise, une faillite de la France, je ne vois pas d'où sortent ces idées. On est à 3,50. Vous êtes un investisseur institutionnel, David. Vous êtes patron d'une caisse du Texas, une caisse d'assurance du Texas ou un fonds de pension du Texas. Achetez de la dette à 3,5 sur la France. Ça vous rapporte bien. Vous savez que la France est un État qui sait collecter de l'impôt. Je vous rappelle que les dépenses publiques, c'est 55% du PIB, mais qu'on est très bon aussi sur les prélèvements obligatoires. Donc vous n'avez pas d'énormes inquiétudes. Ce qui pourrait faire changer radicalement et aller vers une crise financière, c'est un scénario de dissolution. Vous avez une dissolution. Et qui prend le pouvoir? Soit LFI, soit le RN, avec bien évidemment un LFI qui prendrait le pouvoir. Alors là, vous auriez un spread de taux entre la France et l'Allemagne qui irait à 150 points de base et vraiment des attaques très fortes contre la dette française. Mais sinon, j'ai le sentiment que les investisseurs se disent « Bon, de toute façon, Bayrou va sauter. On va prendre un Premier ministre de compromis, proche de Macron, le corps nu, on ira peut-être à gauche chercher un Cazeneuve, et puis on restera en l'état. Il n'y a pas péril dans la demeure. C'est pour ça que le taux long, le 10 ans américain le 10 ans français, depuis la semaine dernière, est passé de 3,46 à 3,59. C'est pas un choc sur les taux. Enfin, il faut arrêter de faire peur avec ce choc sur les taux. La France est en faillite. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Donc si le gouvernement chute, le spread franco-allemand pourrait encore monter un petit peu. On pourrait un petit peu. La grande problématique, c'est... Pour moi, la situation la pire, c'est dissolution avec un LFI au pouvoir. Alors là, je vous assure qu'on est... C'est pas une conviction politique, ça. C'est non, une analyse économique. C'est une analyse économique. Je ne parle pas de politique là-dessus. Ou alors un RN au pouvoir qui aurait toujours cette espèce de politique poujadiste, etc., et qui ne réduirait pas les déficits. Ces deux cas de figure sont problématiques. Mais si on n'est pas dans ces deux cas de figure, ça peut un petit peu se tendre. Mais je ne suis pas sûr qu'on aille vers un massacre sur les taux d'intérêt. C'est pour ça qu'encore une fois, les investisseurs anticipent. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que la bourse... On a baissé sur la bourse 2-3%. Sur quoi? Sur les financières, sur les concessions, sur les boîtes d'infrastructures, sur les boîtes très endettées, sur les small caps, parce qu'on s'est dit ça, c'est des pans d'activité qui peuvent être touchés, parce que la problématique, c'est que en cas de remaniement, de dissolution, de choses comme ça, ceux qui s'inquiètent le plus sont les boîtes françaises, parce qu'elles ne savent pas à quel sein elles vont être mangées. Mais quand vous n'êtes pas dans ce cas de figure, quand vous appelez Hermès, LVMH, quand vous regardez LVMH et Kering, c'est en hausse depuis une semaine. Donc il faut vraiment séparer le bon grain de l'ivraie sur les marchés financiers. L'obligataire, ça peut être très dangereux si on a LFI au pouvoir. Et sur les marchés actions, on risque de consolider et de faire une sous-performance par rapport aux autres entreprises. On constate déjà, d'ailleurs. Depuis la dissolution, je crois que le CAC est à -3, l'indice Stock 600, il est à +4. Donc on le voit déjà, finalement, depuis la dissolution d'il y a 15 mois. Donc en réalité, il n'y a rien de nouveau. Mais moi, je n'ai pas le sentiment que pour l'instant, on est dans la panique. Donc les deux gros risques pour les marchés, bien identifiés. Donc là, encore une fois, la politique française, on en a parlé. La politique américaine, la Fed. Non, le gros risque, c'est que... La Fed qui va baisser ses taux, a priori. Non, le gros risque, c'est que la politique monétaire soit en inadéquation avec l'économie américaine. C'est-à-dire qu'on se rend compte soit que la Fed n'a pas frappé trop fort parce que l'économie américaine ralentit, soit qu'elle a frappé trop fort et que finalement l'économie américaine ne ralentit pas. Pour l'instant, on parle d'une baisse de 25 points de base sur oui, mais vous avez dit que ça ralentissait. Et donc il ne faudrait pas que ça ralentisse parce qu'il y a un scénario qui revient poindre à l'horizon avec la problématique des droits de douane, c'est la fameuse stagflation, c'est-à-dire qu'on aurait une croissance quasiment zéro aux États-Unis avec une inflation à 3%. Et donc ça, ce n'est pas tellement intéressé par les marchés. Mais moi, à part ces deux... Alors, on n'a pas parlé des chocs exogènes, Israël, Gaza, Ukraine, Russie, tous ces trucs-là. Ça, on est dans la géopolitique. La guerre commerciale, maintenant, le dossier est refermé. Maintenant, vous avez vu qu'il y a la Cour suprême qui va s'en mêler. Peut-être que Trump, il va rétro-pédaler. Ça sera 2026, ça part. Non, mais c'est un nouveau feuilleton qui commence. Du côté de la BCE, il n'y a rien à attendre. Je pense que les taux vont rester en l'état. Maintenant, c'est vrai que sur les bourses européennes, notamment sur la bourse de Paris, moi, j'ai le sentiment, si on doit donner quelques conseils dans cette émission, même si ce n'est pas le but, j'ai le sentiment qu'être long sur Paris, aujourd'hui, c'est un peu audacieux, parce que je pense que Bayrou, malheureusement, ses heures sont comptées, et qu'après, on est quand même dans le grand flou. On est quand même dans le grand flou, parce que même s'il y avait une dissolution, je ne suis pas sûr qu'il y ait un parti vraiment qui prenne le pouvoir. Donc on risque d'être vraiment à une situation à l'italienne, complètement morcelée, etc. Une absence de gouvernement, et donc le juge de paix restera encore les investisseurs institutionnels et les marchés obligataires, parce qu'encore une fois, sur les marchés, le juge de paix, en ce moment, c'est vraiment le marché obligataire. Il faut regarder que ça. Quand vous vous levez, David, le matin très tôt comme moi, il faut que vous regardiez le 10 ans français et le 10 ans américain. C'est beaucoup plus intéressant que les marchés actions où finalement il y a beaucoup plus de volatilité. Donc le CAC 40, il risque de s'enliser. Donc de s'enliser, de faire moins bien que les autres indices. Il n'y a pas grand-chose à attendre. Non, ce qui nous sauve un petit peu, c'est que le luxe représente 25% du CAC et que le luxe n'est pas
tellement impacté par ce qui se passe en France. Maintenant, il y a des choses qui pourraient faire aussi bouger les marchés. On peut parler d'une relance chinoise. Vous avez vu que le Premier ministre chinois, au mois d'août, avait dit qu'il faudrait peut-être relancer la consommation parce qu'ils sont confrontés à un immobilier qui ne va pas bien, un investissement qui baisse. Donc, il y a quand même des motifs peut-être d'espoir sur les marchés. Il ne faut pas être trop négatif, mais j'ai l'impression que le mois de septembre va être agité. Et ce qui est intéressant, c'est que le VIX, je finirai là-dessus, l'indice de la volatilité est quasiment au plus bas, il est entre 16 et 17, comme si les investisseurs ne croyaient pas qu'il allait se passer quelque chose d'important, notamment aux États-Unis. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'aux États-Unis, il peut se passer pas mal de choses avec la Fed, parce que je ne vois pas Trump changer son fusil d'épaule. Il veut vraiment virer Liz Cook de la Fed, parce que ça lui donnerait le pouvoir, ça lui donnerait plus de voix que ceux qui sont contre la baisse des taux, et là, on changerait de paradigme. In fine, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est consensuel, ils votent, les membres du board de la Fed, ou est-ce que c'est la voix de... Et il a une voix qui compte double, Jérôme Powell, comment ça se passe? Je crois qu'il vote, hein, puisque quand vous avez les minutes de la Fed, on vous dit qu'il y en avait 2 qui étaient contre, mais en général, il y a quand même un assez fort consensus. Donc il peut être, entre guillemets, renversé en termes de décision, il peut être minoritaire, il peut être, bien sûr qu'il peut être... si Liz Cook s'en va, il peut être tout à fait minoritaire. Ouais. En fait, le vote ne tient qu'à un fil, mais c'est pas bon pour la démocratie. Alors il y en a qui adorent, qui disent « ouais, il va prendre tous les pouvoirs ». C'est pas bien qu'un président s'arroge tous les pouvoirs. On le voit déjà que dans la Cour suprême, il a un petit peu tout macroté, si vous me permettez cette expression, c'est pas bon. Donc j'espère que Trump changera son fusil d'épaule, parce que sur la Fed, ça sera un plus gros morceau que les droits de douane. Je peux vous assurer que s'il y avait du rififi sur la Fed, d'ailleurs on l'a vu la semaine dernière, tension sur les taux, il y a l'euro-dollar qui a continué à monter, on pourrait se retrouver avec un euro-dollar à 1,20. C'est un autre débat, mais il faut avoir vraiment ça en tête. Allez, merci beaucoup. Explication signée Eric Lewin, le président de Elle Finance. Merci Eric. Merci David.